Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Oui, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Christophe Castaner. Bonjour. 2 meetings ont marqué la journée d'hier, celui de Jean-Luc Mélenchon et le meeting de lancement de campagne à Villepinte d'Éric Zemmour. Comment vous qualifiez ce dernier meeting qui se voulait être une vraie démonstration du candidat Zemmour ? D'abord, c'est un succès de mobilisation qui doit nous interpeller. C'est la première chose que je vais dire. Mais ensuite, c'est quoi le constat ? On voit bien que l'extrême droite, quel est le visage d'Éric Zemmour ou d'autres, ne change pas. Que l'extrême droite est portée par la violence des mots, par la violence contre les journalistes, par la violence des attaques contre ses adversaires, et Emmanuel Macron en particulier, et par la violence des attaques contre la France. Parlons des violences physiques. Ce sont des violences évidemment intolérables contre les militants de SOS Racisme. Mais comment, dans une démocratie, permettre, Monsieur Castaner, à ces activistes d'exprimer leur point de vue, mais aussi à des citoyens de venir écouter paisiblement un candidat quand même à la présidentielle ? Il y a deux choses. Je condamne évidemment ces violences, les violences que l'on a vu subir. Je pense à cette jeune femme qui, certes, a des opinions différentes de celles d'Éric Zemmour, mais qui sort ensanglantée, tout simplement parce qu'elle est venue, non pas scander, mais afficher un non au racisme. Mais en même temps, moi, je regrette que on refuse dans notre débat démocratique des idées qui sont différentes des nôtres. Et même si je les condamne, ces idées, je pense qu'elles ont le droit de s'exprimer. Il y a des idées interdites dans notre pays qui ont valu à Éric Zemmour d'être condamné au pénal. Mais est-ce qu'on doit décider qu'à ce moment-là, le juge peut dire qui peut se présenter à l'élection présidentielle ou pas ? Je ne crois pas. Le débat politique doit se trancher dans le débat et pas dans la violence. Et est-ce qu'il peut se mener quand un candidat à la présidentielle est agrippé violemment à son entrée en meeting, quand il est blessé au poignet ? Est-ce que vous condamnez aussi de la même manière, avec la même virulence, j'allais dire, de telle violence contre un candidat à la présidentielle? Ah, mais j'ai dénoncé dans mon propos toutes les violences. C'est le fait contre les journalistes et le fait que Éric Zemmour y contribue en scandant à plusieurs reprises la dénonciation du monde médiatique. Mais je dénonce aussi toutes les violences qui ont été portées. C'est lui qui est générateur des violences. Il y en est le. Sur les journalistes, oui. Pour moi, il n'y a aucun doute. Quand par 6 fois, il appelle à une violence non pas physique, mais morale contre les journalistes, il ne faut pas s'étonner derrière que ses troupes, ses fidèles, les plus excités d'entre eux, aboutissent à cela. Mais vous êtes en train de légitimer finalement ces défenses. Vous dites que ces attaques. Ah ben non, je les condamne plutôt. Vous êtes en train de dire que s'il dit cela de manière violente, donc c'est normal qu'il y ait des violences contre lui. Ah non, vous avez traduit mon propos contre lui, je vous parle des journalistes. Et donc nous sommes à front renversé sur ce sujet-là. Mais en même temps, je le dis, il faut qu'Éric Zemmour puisse tenir ses meetings, qu'il puisse, s'il le souhaite, être dans la campagne politique et que nous dénoncions cela. Hier, près de 50 partis politiques et syndicats ont appelé à une manifestation contre. Vous avez remarqué que la majorité présidentielle n'était pas de cela. Le débat politique doit se faire dans l'arène politique et rien ne peut justifier même la violence des mots d'Éric Zemmour, même la stigmatisation constante qu'il fait contre les femmes, contre les jeunes, contre les musulmans, ne peut justifier cela. Mais quand il y a des manifestations et des interpellations d'Antifa, Christophe Castaner, pourquoi ces groupuscules d'extrême gauche, et là je m'adresse à l'ancien ministre de l'Intérieur, ne sont pas dissous dans notre pays ? Pourquoi vous les tolérez ? D'abord, chaque fois qu'il est possible d'en dissoudre, nous le faisons, qu'il s'agisse de l'extrême droite ou de l'ultra-gauche. Certains disent que c'est plus souvent l'extrême droite que l'ultra-gauche. Alors, il y a une raison assez simple. Si vous regardez tous les déplacements dont on parle d'Éric Zemmour, généralement à Marseille, par exemple, c'est un parti politique, le nouveau parti anticapitaliste qui a appelé à se mobiliser. Hier, je le disais, c'est des partis politiques et des syndicats. Et donc, nous n'allons pas dissoudre ceux qui appellent à cela. Ensuite, ceux qui sont habillés en noir et qui cassent, généralement, ne font pas partie de ces... mais il ne faut pas les dissoudre, il faut les arrêter. Et c'est pas seulement de la sémantique. Il ne faut pas les dissoudre, les antifas. Non, mais là, c'est pas seulement de la sémantique. Il se trouve que les Black Blocs, ceux qui sont habillés en noir, ne sont pas structurés en association. Et c'est une grande différence avec les néo-nazis, les fascistes. Il nous est arrivé de dissoudre des associations, c'est que leur structuration n'est pas la même. Un Black Bloc, c'est constitué de femmes, d'hommes qui, sur les réseaux sociaux, se constituent à un moment donné, se donnent un rendez-vous et vont frapper. Depuis des années, vous ne les avez pas identifiés? Alors, on en a identifié très régulièrement, on en a interpellé très régulièrement et on en a fait condamner très régulièrement. Sur le fond, Christophe Castaner, entre la créolisation voulue par Jean-Luc Mélenchon et défendue hier lors de son meeting comme étant l'avenir de l'humanité, et puis Éric Zemmour qui pointe, dit-il, les dangers de l'immigration et la menace qu'elle fait notamment peser sur les libertés des femmes, où vous situez-vous ?
Dans aucun de ces excès, dans aucune de ces caricatures. On voit bien qu'on a d'ailleurs, y compris dans les références historiques, c'est un point commun entre les deux. On a Maurras pour l'un, Jaurès pour l'autre. Vous savez, la conclusion du meeting, il y en a un qui salue la République avant la France et l'autre qui salue la France avant la République. On est vraiment dans cette dimension-là. Mais au fond, je ne suis pas dans l'un qui est sur l'hystérisation d'un constat et au fond la nostalgie d'une France qui n'a jamais existé, qui est une France en noir et blanc comme dans son clip, et puis l'autre qui est dans une France rêvée, une économie qui pourrait être dirigée et où on pourrait simplement décider de donner, comme il l'a fait hier, près de 50 milliards d'euros aux jeunes étudiants et aux jeunes en licence professionnelle. Vous mettez sur le même plan ces deux visions radicalement différentes de la France, ces deux projets radicalement différents? Elles sont radicalement différentes, vous l'avez dit, mais toutes les deux ne correspondent pas au réel. Moi, je préfère être un homme politique. Mais vous les mettez sur le même plan, apparemment. Ah, mais vous savez, quand vous n'êtes pas dans le réel, à mon sens, vous ne faites pas de la politique. Vous êtes un observateur, un commentateur. Ils sont des observateurs, des commentateurs. Nous sommes dans le réel, nous faisons et nous agissons. Pourquoi vous auriez, vous seul, le monopole de l'action? Il y a deux candidats hier, que ce soit Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Ce sont deux candidats qui aspirent à l'action et aux plus hautes fonctions. Bien sûr, ils aspirent à ça, mais avec une vision mythifiée pour l'un, hystérisé pour l'autre, qui ne correspond pas à la réalité de la France. Quand Éric Zemmour, hier, explique pour mettre un tacle à Emmanuel Macron, ils ont élu le néant, et le néant, c'est la France. Non, la France n'est pas le néant, ça n'est pas une juste vision de ce que sont les Français qui, ce matin, sont sur la route, nous écoutent et vont au travail. C'est insultant pour la France. Et l'autre considère qu'il suffirait de faire payer quelques-uns pour rendre le bonheur à tout le monde. C'est un modèle vénézuélien qui l'inspire régulièrement et qui ne correspond pas à la réalité. Donc oui, nous sommes dans la réalité, nous agissons. Et pourtant, quand on entend les propositions, notamment d'Éric Zemmour sur le plan économique, redonner du pouvoir d'achat aux Français, redonner de l'oxygène aux entreprises, il dénonce la différence entre salaire brut et net, il veut la baisse massive des impôts de production, il veut un choc de simplification face à la multiplication des normes. En quoi est-ce contre-productif? Il veut, nous faisons. Et alors, vous voulez qu'on parle, par exemple, de l'augmentation? Oui, mais il nous annonce 100 € d'augmentation au niveau du SMIC. Ça tombe bien, nous avons augmenté au niveau du SMIC le pouvoir d'achat des Français qui sont au SMIC de 170 € sous ce quinquennat. Il veut baisser les impôts. Ça tombe bien, nous les avons baissés de 52 milliards d'euros. On peut encore faire des efforts sur les impôts de production. D'ailleurs, c'est le programme classique de la droite qui est proposé. Ah oui, c'est vraiment très François Fillon que nous avons vu hier. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de Valérie Pécresse. Elle pensait sa primaire terminée et elle voit bien à la fois dans les déclarations d'Éric Ciotti et dans les appels à le rejoindre d'Éric Zemmour, qu'elle est rentrée dans une nouvelle primaire. Qu'est-ce que vous avez peur d'elle? Non, pas spécialement. Si vous n'arrêtez pas d'en parler, vos attaques se multiplient. Hier, vous n'aviez Dieu que pour Valérie Pécresse. Alors pas du tout. Je sais que j'ai beaucoup lu cela, mais il se trouve qu'elle est la candidate désignée par les LR et ça en fait une candidate importante dans le jeu politique. Mais il n'y avait pas de notre côté d'appréhension à ce que Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand et je voudrais pas oublier Philippe Juvin soit le candidat des LR. À mon sens, ça ne change rien. Rien. Il porte une vision. Ce n'est pas un adversaire politique redouté et redoutable pour vous? Écoutez, moi je ne veux pas apparaître condescendant en disant cela, mais de toute façon ça ne change rien. Si Emmanuel Macron est candidat, il ne va pas faire une campagne en fonction de ses adversaires. Il va faire une campagne en fonction de ce qu'il a fait et ce qu'il a préservé, réparé pour notre pays et ce qu'il projette pour le pays et pas se comporter en fonction de tel ou tel. On voit bien que les obsessions de tous aujourd'hui, c'est le tout sauf Macron. Et qu'il y a au moins un point commun qui va de Zemmour à Mélenchon, c'est la détestation d'Emmanuel Macron et à travers lui ce qu'il représente de capacité à rassembler, à dépasser et à sortir des clivages politique. Ce qui est sûr, c'est que sa réélection n'est plus du tout une formalité. Il y a quelques mois, souvenez-vous, Christophe Castaner s'était quasiment entendu entre le fameux duo Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Là, tout est bousculé. Là, vous le reconnaissez. Ah mais je le reconnais en plus qu'il y a quelques mois, j'aurais dit exactement la même chose. Ceux qui pensaient que l'élection était jouée, ce sont idiots. Au moment où on se parle, l'élection n'est pas jouée. Mais n'oublions pas, il y a 5 ans, où était le candidat Emmanuel Macron? Vous savez, moi j'ai un peu de mémoire, je sais cela. Certains et donc disent je à la suis même convaincu... place d'Éric Zemmour, pas du tout sur les idées, mais un candidat anti-système. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon prétend la même chose, ça fait certainement un point commun entre Zemmour et Mélenchon. Est-ce que la campagne va se jouer à droite et se gagner à droite ? Moi, je crois pas. Je crois que la campagne, elle va se jouer justement sur notre capacité à poursuivre le dépassement politique. Apprendre ce qu'il y a de bien et qui vient de la droite, apprendre ce qu'il y a de bien et de fort et qui vient de la gauche. Là, vous me dites rien de particulier. On enfonce une porte ouverte. Oui. Non, mais juste. Non, c'est pas des portes ouvertes, c'est ce que nous sommes. Si vous prenez cette capacité. Non, mais je viens à droite et à gauche, oui. Ah, mais oui, mais c'est ce que nous sommes. C'est la différence avec nos adversaires. Dans l'un est nostalgique d'une histoire avec une vision révisionniste de cette histoire. Dans d'autres qui nient les réalités, y compris les défis
difficultés que connaît notre pays. Nous avons agi pendant 5 ans, mais moi, si, venant du Parti socialiste, j'ai rejoint Emmanuel Macron, c'est pour retrouver cette forme de liberté, d'arrêter de me poser la question de savoir si une idée, quand elle est portée par quelqu'un qui vient de gauche, est de gauche, ou quand elle s'est portée par quelqu'un qui vient de droite, est de droite, mais nous dire, est-ce que cette idée est bonne? Si oui, on la met en œuvre. Mais hier, au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, Bruno Le Maire a dit qu'il fallait par exemple faire encore plus sur le sujet du contrôle de l'immigration, tout en vantant d'ailleurs le bilan de Gérald Darmanin. Aller plus loin encore sur ces thèmes régaliens et identitaires. Campagne à droite. Mais ça, c'est votre lecture. Moi, j'ai jamais pensé que la sécurité était un thème qui appartenait à un camp politique. Heureuse de vous l'entendre. Parce que je suis jamais rentré dans ces caricatures-là. Je considère que la sécurité, et je pense même que le ministère de l'Intérieur est certainement le premier ministère social dans un gouvernement. Parce que c'est celui qui garantit aux plus fragiles leur propre sécurité. Vous pensez que c'est la priorité, le social dans la sécurité, ou plutôt l'aspect régalien et la protection des citoyens? Vous avez traduit mon propos pas comme je voulais le dire, c'est-à-dire je ne vous ai pas dit qu'il fallait faire du social dans la sécurité, oui. Mais je vous ai dit que la sécurité est un sujet qui touchait les plus fragiles d'entre nous parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se protéger. Et donc j'ai jamais considéré que la sécurité appartenait à un camp politique parce que c'est un sujet que nous devons à tous les Français partout en France. Christophe Castaner, est-ce que le président peut encore rester longtemps sans déclarer ce qu'il est déjà ? Un président candidat. Mais il est surtout un président qui, cette semaine, va présenter les grands axes de la présidence française de l'Europe. Et nous sommes dans l'action quand d'autres sont en campagne électorale. La semaine dernière, mon groupe a accompagné 2 textes importants, un sur le harcèlement scolaire et un sur le renforcement du droit à l'IVG. Et donc nous continuons à bosser et à un moment donné viendra le temps de la campagne. Vous êtes aussi en campagne, on peut le dire. C'est pas un tabou. Non mais je fais de la politique, je suis devant vous, je vous parle du bilan de ce que nous avons fait. Évidemment, je suis aussi en campagne. Mais aujourd'hui, si l'ensemble des problèmes de la France devaient s'arrêter, s'il n'y avait pas la crise sanitaire qui frappe violemment à nos portes aujourd'hui, peut-être que le chef de l'État pourrait se dire « Ok, je vais basculer dans la campagne électorale ». Mais la France a besoin d'un président, la France a besoin d'un exécutif et la France aura un président jusqu'au bout. Ce qui préoccupe, et vous l'avez dit Christophe Castaner, les Français à l'heure actuelle, c'est la situation sanitaire. Un conseil de défense sanitaire se tient en fin de matinée. Qu'est-ce qu'il faut éviter selon vous à tout prix? Quelles mesures, quelles annonces faut-il éviter d'ailleurs pour le moral des Français et aussi pour éviter de freiner la reprise? Nos stratégies doivent se poursuivre jusqu'au maximum de ses moyens avec la volonté de restreindre au maximum justement le virus et de restreindre au minimum les libertés de nos concitoyens et les freins à l'économie, les freins à l'école. Et c'est cet équilibre-là que le président de la République et l'exécutif ont mis en œuvre depuis le début de cette année en particulier, qui marche plutôt bien par rapport à d'autres pays. Donc on continue comme ça malgré les cas qui augmentent, c'est statu quo? Non, mais je ne voudrais pas vous faire des annonces que j'ignore. Et donc, je préfère être franc avec vous. Non, mais je demande votre avis. Mais mon avis, c'est qu'il faut renforcer encore les moyens de freinage et éviter les mesures les plus fortes que peut-être nous serons amenés à prendre. Si nous pouvons éviter de les prendre maintenant, faisons-le. Le gouvernement vante les mérites du pass sanitaire, mais donnez-nous ce matin, Christophe Castaner, un argument qui démontre l'efficacité de ce pass contre la prolifération de l'épidémie. Il y a l'épidémie, il y a les formes graves. Si vous êtes vacciné, vous avez 12 fois moins de chances d'avoir une forme grave du virus et donc de devoir aller à l'hôpital et donc de devoir aller en réanimation et d'emboliser le système hospitalier. 12 fois moins. C'est les bienfaits de la vaccination, mais du pass sanitaire. Le pass sanitaire vise à quoi? D'abord à garantir à celles et ceux que vous rencontrez quand vous allez au restaurant, au cinéma, que vous êtes protégés et donc que vous les protégez. Non, je suis contaminante même si j'ai le pass. Non, mais vous avez beaucoup moins de chances de l'avoir. Dans ce cas-là, vous avez 4 fois moins de risques d'attraper le virus si vous avez la vaccination et le rappel. Et donc, du coup, c'est vous protéger les autres et vous indiquer aux autres que vous les protégez et que vous protégez vous-même. Donc, selon vous, le pass reste un outil de protection collective? Bien sûr, c'est un outil de protection et c'est aussi un outil d'incitement. Certains plaidaient pour la vaccination obligatoire. Je vois que le sujet revient. Nous avons préféré mettre en œuvre le pass avec un vrai succès parce que les Français ont dit banco. Et aujourd'hui, 90% des Français sont vaccinés, seule une petite minorité continue à refuser de protéger le collectif. Merci Christophe Castaner. On va poursuivre notre entretien. Évidemment, le week-end a été électrique et très politique. Beaucoup de questions à venir de Dimitri Pavlenko et Mathieu Bock-Côté sur Europe 1. Je rectifie une chose que vous avez dit, Christophe Castaner. Vous avez dit qu'Éric Zemmour avait assimilé le néant à la France. Il n'a pas dit. Il a dit effectivement qu'Emmanuel Macron c'était le néant, mais il n'a pas enchaîné en disant que c'était la France. Non, alors reprenez la totalité de la France. Il dit qu'effectivement Emmanuel Macron c'est le néant et qu'il a laissé le néant. Et laisser le néant, c'est la France. Ça, c'est votre interprétation. Bon, allez, on a l'occasion de bien les deux. On prolonge la conversation dans un instant. Merci Christophe Castaner. Mathieu Bock-Côté vient de prendre place. À tout de suite.